Je vais certainement détailler cette vidéo en plusieurs et la découper puisque j'aimerais bien vous présenter le matériel que j'utilise tout d'abord et ensuite ce que j'utilise comme programme, les installations et faire ça pas à pas si vous aussi vous voulez vous lancer dans la domotique. N'oubliez pas, pour être informé de la suite de cette vidéo, activez la cloche et abonnez-vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Maintenant on commence, c'est parti. Et oui, c'était le bon vieux temps, car le produit que j'utilise actuellement, et ce depuis 5 ans, n'est plus commercialisé. Vous voyez que le dernier prix affiché était de 599,90 €, soit on arrondit à 600 €. Eh bien, à l'heure actuelle, vous trouvez ce serveur sur Le Bon Coin pour 100-150 €, grand maximum 200 €. Vous avez un serveur nu. J'en ai racheté un deuxième pour pouvoir faire un backup du premier. Et j'ai acheté celui-ci il y a quelques mois pour 200 €, encore emballé et neuf. Pour nos besoins, pour la domotique, c'est juste pour moi parfait. Certains vont dire que c'est oversize pour ce qu'on fait. Tout à fait d'accord. Vous pouvez partir sur un Raspberry Pi, c'est tout petit, ça va consommer 3 watts et vous savez déjà installer ce que vous voulez au niveau de la domotique. Néanmoins, pour ma part, j'ai voulu un NAS maison ainsi que mes serveurs domotiques qui tournent dessus. J'ai donc opté pour cet HP Gen 8 microserveur. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi j'ai opté pour cette solution. Tout d'abord, niveau performance, vous pouvez changer le processeur, ce qui n'était pas le cas du Gen 10. Ici, vous trouvez des processeurs sur AliExpress comme des CPU Xeon 1265L pour 25 €. Donc là, on est vraiment très bas pour l'upgrade. Il supporte jusque 16 Go. Il faudra bien sûr que ce soit de la RAM ECC qui soit supportée pour les serveurs. Et ici, vous pouvez faire l'upgrade, mettre des disques durs. Vous voyez ici 4 disques durs différents qui vous permettent de faire un NAS qui est très correct. Vous voyez qu'on peut avoir un total de 16 TB de stockage. Les disques durs vous coûteront certainement plus cher que le serveur. Néanmoins, si vous partez sur 4 fois 1 Tera ou 4 fois 2 Tera, vous restez sur une config qui est très correcte. Je vais vous parler aussi de la consommation puisque celui-ci, en fait, il tourne 24/24 chez moi et il ne consomme que 30 watts. Donc 30 watts pour un serveur, c'est vraiment peu, c'est vraiment intéressant. C'est un bon compromis pour un serveur domotique, je trouve. On est loin des gros serveurs qui sont rackables et qui consomment dans les 300 watts. Ici, on est sur quelque chose qui consomme relativement peu. On est sur la consommation tout comme un NAS. On garde les avantages du NAS, les avantages d'un serveur domotique et le tout incorporé dans un seul et même boîtier. Si j'effectue sur Le Bon Coin une petite recherche, vous voyez que dans les premiers résultats, j'ai déjà un microserveur pour 200 €. Donc le prix est bien réel. Je ne vous invente rien. Bien sûr, certains les mettent plus cher. Attention, prenez bien la version microserveur. Sinon, vous allez vous retrouver avec un boîtier plus gros, avec une alim de 650 watts. Et donc là, c'est pas intéressant. Pour les boîtiers rackables, pareil. Vous allez consommer beaucoup plus. Donc, on reste bien sur le petit boîtier carré. Pour ceux qui veulent franchir le pas, il faudra être patient. Mettez votre budget, regardez la config de base. Généralement, c'est le Celeron G1610T. Donc là, il faudra changer le processeur pour avoir quelque chose de plus correct. Et pour la virtualisation, on passe sur du Xeon 1265L. Mémoire interne, vous pouvez mettre 2 fois 8 Go. Ici, il est vendu avec 4 Tera de capacité, soit 2 disques durs Western Digital de 2 Tera. Donc on peut partir sur une config qu'on peut upgrader. C'est l'avantage de ce Gen 8, ce qui n'était donc pas le possible avec le Gen 10 qui est son successeur. Et voici les bêtes qui tournent en temps réel. Donc le premier, c'est le rouge. Le deuxième, c'est le gris. Vous voyez que le premier, il est pour le moment éteint, c'est le backup. La deuxième version, c'est celle qui tourne avec TrueNAS. Vous voyez un petit peu l'installation sur le côté. J'ai mon UDM Pro, un switch Unify 16 ports. Si j'ai dû mettre un petit câble un peu plus long puisque je n'avais pas la distance minimale requise pour l'UTP et des perturbations. Sur le dessous, j'ai un NAS Synology et à côté, nous avons le petit NUC qui tourne actuellement sur Frigate avec le Google Coral. Donc ça va être mis
sur TrueNAS incessamment sous peu. Et quand on parle de TrueNAS, voici à quoi ressemble l'interface. Je vais juste faire le tour, vous montrer ce que j'utilise comme application, ce qu'on peut faire avec, une brève présentation. Donc ici sur le dashboard, vous pouvez retrouver l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du processeur. Rarement je passe les 30%. Il n'y a vraiment qu'au bout où il cherche toutes les applications, où là on passe vraiment dans les 80%, mais ça dure très peu de temps. Ici, vous pouvez voir si votre système est à jour et quelle version vous utilisez, les différentes interfaces réseau, tout ça est paramétrable. Vous voyez que c'est des petites dalles. Ces petites dalles, vous pouvez les réorganiser comme vous voulez. Donc il est intéressant de voir au niveau des disques durs et au niveau de l'utilisation réseau, qu'est-ce qui est online, qu'est-ce qui est offline, etc. Par exemple, j'utilise un disque dur USB pour enregistrer mes vidéos. Donc tout ce qui est enregistrement vidéo de caméra sur Frigate est enregistré sur un disque USB s'il est offline et que je ne le sais pas. Ici en un coup d'œil, je vois tout de suite ce qui se passe et l'état des périphériques. Sur l'onglet Storage, on va retrouver nos différents disques. Donc vous pouvez importer des nouveaux disques. Si ce n'est pas encore fait, il y en a peut-être qui sont installés mais qui ne sont pas ici sur Storage. C'est ici qu'on les importe et qu'on les crée. Les snapshots et VMware Snapshot. La création de pool, donc tout se passe ici. J'ai créé pour ma part, j'ai 4 disques, 3 disques de 2 Tera et un disque de 1 Tera. Le disque de 1 Tera me sert pour tout ce qui est installation des applications et la configuration. Les 3 de 2 Tera sont mis en RAID et donc me donnent un total de 3,39 Tera. Et là, je vais faire le backup de mon Synology. J'avais mis mes caméras. Mais au final, je vais utiliser, je pense, le disque dur USB d'1 Tera pour sauvegarder le backup des images vidéo. Donc ici, j'avais plusieurs dossiers pour faire du rsync et faire quelques tests. Donc je vais supprimer ceux qui ne servent plus, mais c'est ici que ça se passe pour la configuration. Vous voyez que les shares sont disponibles ici aussi, le système de partage. On peut retrouver les différents services qui sont dispo sur TrueNAS. Ici, j'ai activé donc le SMB pour avoir un accès sur Windows, le rsync pour faire le backup directement du Synology, pour activer le NFS, le FTP, etc. etc. Je retourne sur les shares. Vous voyez qu'il y a d'autres systèmes de sharing qui sont disponibles. Data Protection, on peut créer des snapshots, créer des Cloud Sync Tasks. Le AirSync Test, donc si vous faites un backup hebdomadaire de votre disque dur, c'est possible ici via une task sur AirSync. Si je veux faire par exemple un backup sur mon NAS Synology, c'est ici que je vais faire la task et que je vais configurer ça pendant la nuit par exemple. Au niveau des networks, on voit les différentes interfaces réseau. Global configuration ici. Vérifiez bien que toutes les informations soient correctes. Si vous avez des problèmes de réseau, c'est là que vous allez les trouver. Credentials, vous pouvez créer des users locaux, des groupes locaux, service directories, faire un backup, gérer les certificats, gérer le two-factor authenticator. Donc si vous voulez mettre en place le tout effacé, c'est ici que ça se passe. Virtualisation. J'ai créé une machine virtuelle puisque j'utilise Nginx Proxy Manager qui n'est pas disponible en app. J'utilise aussi Outrex, ces petits afficheurs connectés où là j'avais besoin de les mettre en place sur Docker. Donc j'ai créé ça avant de voir qu'il y avait la possibilité aussi de créer des Docker directement dans les applications. On peut aussi utiliser Docker Compose, donc c'est vraiment un système qui est complet. Néanmoins, j'ai ma petite machine virtuelle qui tourne ici. J'ai un accès directement au display via l'interface de TrueNAS. Je peux accéder au shell aussi directement via l'interface de TrueNAS. Hyper facile, hyper intuitif. Au niveau des applications, c'est là que TrueNAS devient intéressant. La plupart des applications domotiques dont nous nécessitons l'utilisation se trouvent sur TrueNAS. Personnellement, tout ce que j'ai testé et tout ce que j'avais sur OS X sur mes machines virtuelles, je les retrouvais ici en application. L'avantage, c'est que toutes les applications sont interconnectables hyper facilement. Si je veux par exemple une application Zigbee to MQTT et une autre Mosquito pour mon MQTT, je vais via le DNS local interconnecter les deux applications. Donc vous voyez ici que je mets mon serveur MQTT non pas via une IP mais directement via le DNS. Uptime Kuma me sert à monitorer si mes applications sont en ligne. Donc ça c'était assez bien aussi. J'avais sur Docker, ici j'ai mis Frigate, j'ai mis Home Assistant et j'ai mis Node-RED.
Vous voyez, tout est en vert. Quand j'ai des reboots de HA, donc lors de différents tests ou mises à jour, on voit qu'il passe hors ligne et je suis notifié sur Discord ou sur Telegram. Je suis en train de mettre en place Apprise API, qui est un centre de notification qui rassemble plus de 70 services, dont Discord, Telegram, etc. Vous pouvez mettre Codify, vous pouvez mettre Mattermost, vous pouvez mettre vraiment plein de trucs. WebEx Teams est dessus aussi, ça je vous invite à faire un petit tour pour Apprise API. Ça va vous permettre de centraliser en fait tous vos systèmes de notification en un seul. Bitwarden, c'est une application de gestion d'un gestionnaire de mots de passe. Donc ça pour moi c'est pas utile, c'est nécessaire. J'ai subi un hack une fois, donc je ne veux plus que ça se repasse une deuxième fois. C'était rentré via mon téléphone à cause d'une application corrompue. Et si vous mettez vos mots de passe, comme beaucoup de gens mettent le même mot de passe sur plein d'applications, il est très facile aux hackers de retrouver tout ça. Ici, je ne connais plus aucun de mes mots de passe. J'ai le gestionnaire de mots de passe qui gère ça pour moi avec des trucs complexes de 20 caractères hexadécimaux qui ne ressemblent absolument à rien. Pour trafic, ça remplace Nginx Proxy Manager. Il n'est pas encore efficient ici chez moi. Néanmoins, ça permet aussi de gérer votre proxy. Donc je le mettrai certainement en place sous peu. Pour le moment, j'étais habitué avec NPM, donc je garde ça. Home Assistant, comme vous le savez, c'est ce que j'utilise pour la domotique, pour avoir l'interface. Donc vous voyez que c'est hyper rapide et hyper fluide d'accéder à vos applications. Et Node-RED me sert de tout ce qui est automatisation. Donc lui, il va remplacer les automatisations de Home Assistant. Pourquoi? Parce que j'ai commencé avec ça il y a plus de 2 ans maintenant et qu'au final, je suis très satisfait du système. Donc j'ai pas envie de rebasculer malgré les différents changements sur Home Assistant pour les automatisations. De plus, j'utilise comme vous le voyez des nodes Zigbee to MQTT ici. Et il se peut que je passe même pas pour Home Assistant pour gérer plusieurs scénarios de la maison. Ça peut être directement d'un node inject vers un node Zigbee to MQTT pour déployer quelque chose à une telle heure. Et donc ça me permet d'interconnecter plusieurs systèmes aussi en me passant d'Home Assistant. Donc on a fait un petit peu le tour des applications que j'ai installées. Vous allez voir que maintenant dans les applications disponibles, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous trouverez un peu ce que vous voulez au niveau des applications. Je pense que plus ou moins tout ce dont on a besoin dans la domotique va se retrouver ici. Donc il faudra gérer les catalogues en rajoutant le TrueCharts catalogue qui vous permet d'avoir pas mal d'applications en plus. Donc, comme vous le voyez, j'ai l'Official Chart, mais en plus tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est sur le TrueCharts. Et c'est là qu'il va donner accès à pas mal d'applications supplémentaires. On sait gérer les images Docker. Petit tips que j'ai cherché longtemps. Quand j'ai eu un bug sur Available Apps, Setting Advanced Pool, là vous pouvez modifier le route v4 Gateway. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de, quand vous déployez une application, qu'il n'y ait pas de conflit avec les IP aussi du cluster. Si je passe dans System Settings, on voit l'update Generals, donc tout ce qui est langue, ça va se configurer ici. Les serveurs NTP de temps. Les différents services, on a vu ça tantôt, le shell directement de TrueNAS, donc pour avoir accès à la console. Ce n'est pas dans cette vidéo que je vais vous expliquer comment fonctionne TrueNAS et comment l'installer. Néanmoins, je voulais vous montrer sur quoi est basé mon système domotique et comment j'ai pu configurer et interconnecter tout ça. Et en plus, ce que j'utilise comme application pour gérer ma domotique. J'espère que ça n'a pas été trop long, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire si vous voulez voir en détail comment installer TrueNAS sur le Gen 8 et comment configurer l'Initial Configuration. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, pouce bleu, like, partagez, etc. Allez, ciao!